Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de formation organisée par LexisNexis en partenariat avec Icon Jurist dans le cadre de la deuxième édition du Casa Business Law Forum. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui et pour une deuxième fois nos deux intervenants, Julie Claude, expert juriste chez Fidal à Casablanca, et Hugues Delaforge, avocat associé chez Fidal à Paris, qui vont nous faire un point sur la réforme de la loi 86-12 sur les partenariats publics-privés au Maroc, avec l'introduction de la loi 46-18. N'hésitez pas à poser au cours de cet atelier toutes vos questions via le chat, auxquelles nous y répondrons à la fin de la session. Merci à tous pour votre participation et je passe maintenant la parole à Julie Claude. Merci beaucoup. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ces aléas liés à la technique et le retard que nous accusons pour démarrer cette session de formation. Comme il a été indiqué en introduction, il s'agit pour moi de vous faire le point sur effectivement la réforme relativement récente et toujours en cours de la loi 86-12 sur les PPP au Maroc, puisque, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, on se trouve cette année dans une année particulière au Maroc, compte tenu de la réforme qui vient d'avoir lieu. Donc, si vous voulez bien passer sur les slides d'introduction, s'il vous plaît. Donc, géographiquement, comme on l'a resitué sur cette carte cet après-midi, donc le sujet est bien celui du Maroc. Lundi, on a une intervention qui est plus focalisée sur les pays africains. Et il n'aura échappé à personne qu'il y a effectivement, comme on l'a mentionné dans la diapositive suivante, s'il vous plaît, une volonté en fait des pouvoirs publics marocains d'inscrire en fait les PPP de façon peut-être plus tangible dans le paysage de réalisation des projets. Effectivement, donc on retrouve dans cette réforme les caractéristiques des contrats de PPP, qui sont tout d'abord des contrats administratifs, souvent avec l'exercice d'un service public. Qui dit contrat administratif, dit contrat passé par une personne publique et avec un partenaire privé, au sens même du PPP, et à la différence d'autres montages contractuels qu'on connaît par ailleurs, et en cela le Maroc ne s'éloigne pas des standards internationaux, il s'agit bien évidemment d'une mission globale. La question de la rémunération est également importante, puisque dans la définition qui est prévue par le dispositif marocain, la rémunération du partenaire privé est assurée au moins en partie par la personne publique. Bien évidemment, c'est un montage où on a un transfert de risque avec un partage du risque, et normalement, théoriquement, c'est la partie la mieux à même de porter ce risque qui doit la supporter. Donc, comme je vous l'ai dit rapidement en introduction, on se situe dans un contexte de réforme. Et ce qu'on peut dire sur l'adoption de la loi 86-12, c'était que, bien évidemment, compte tenu de problématiques de limitation budgétaire, il semblait intéressant que le secteur public puisse bénéficier de capacités de financement privé pour la réalisation d'infrastructures. Donc, on a aussi beaucoup entendu dans la période de Covid actuelle des initiatives liées au fonds Motis en infrastructure qui devraient, on espère, maximiser le recours au PPP pour la réalisation de ces projets. Et puis aussi, ça permettra de monter en compétences au niveau des personnes publiques à travers les partenariats public-privé et des transferts de compétences progressifs au bénéfice du secteur privé. Donc, ce qu'on peut dire sur le bilan de la loi 86-12 qui a conduit finalement à cette réforme, c'est que finalement, on a une grande tradition de partenariat public-privé, notamment sur la gestion déléguée ou donc hors cadre au Maroc, qui fait que finalement, s'agissant strictement de l'application de la loi 86-12, on n'a que 2 projets qu'on peut dénombrer. Et donc, ce qui est certain, c'est que l'objectif, c'est peut-être, à travers aussi cette réforme, de pouvoir maximiser le recours à cet outil. Avant de parler plus amplement de la réforme, il est peut-être aussi important de parler des facteurs d'échec de cette loi 86-12, puisque c'est quand même le constat qui est fait par la majorité des acteurs sur le sujet. Donc, on a essayé de dresser un peu l'état des lieux de cet échec
En premier lieu, comme vous le savez, ce régime en fait, initial ne permettait pas aux collectivités territoriales, notamment dans le cadre de la régionalisation, d'accéder à l'outil PPP. Donc finalement, c'est tout un tas de projets qui relèveraient de la compétence de ces collectivités qui ne peuvent pas en fait, faire l'objet d'un PPP. Bien évidemment aussi, il y a une question de pédagogie par rapport à l'appréhension et à la compréhension du modèle PPP, avec en premier lieu une meilleure maîtrise, une meilleure compréhension par les acteurs publics eux-mêmes. C'est vrai qu'on a souvent eu des sujets en lien avec des privatisations, donc bien appréhender en fait ce qu'est un projet PPP et bien définir les aboutissants. Et puis, malgré des directives très claires, il n'y a pas eu beaucoup de concrétisation au niveau gouvernemental, avec problématiques au niveau des ministères, voilà, certains ministères, et puis d'organismes qui peuvent relever certains ministères. Donc, in fine, pas de réalisation. Sur les initiatives privées aussi, une certaine frilosité du secteur privé, voilà, puisqu'il y avait quand même des conditions dans la loi 86/12 relativement compliquées sur la présentation des offres spontanées. Et enfin, qui peut aussi être un élément qui accentue ces facteurs d'échec, c'est aussi celui du cadre institutionnel. Donc délicat aussi pour arbitrer le pouvoir au sein des pouvoirs publics et du secteur public. Donc voilà rapidement dressé les facteurs un peu d'échec, ce qui ont conduit finalement à une volonté de réformer cette loi 46/12. Donc c'est l'objet de la loi 46/18. De façon brève et avant qu'on rentre plus en détail dans ces apports, ce qu'on peut dire, c'est qu'en premier lieu, ça n'aura échappé à personne, il va y avoir une ouverture de la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à l'outil PPP, donc ce qui est une grande nouveauté. La mise en place, on y reviendra de façon plus détaillée après, d'un cadre stratégique au niveau national et local. Et puis aussi la question des procédures qui a été revue. Sur la loi 46/18, le contexte Covid, plan de relance aussi poussant, bien évidemment, la volonté, c'est d'avoir des mécanismes aussi de financement alternatifs, peut-être innovants, avec peut-être des process qui n'ont pas été usités jusque-là. La question aussi de l'entrée en vigueur est un sujet de préoccupation majeure en ce qui nous concerne, puisque comme vous savez, cette loi a été publiée au JO au mois d'avril, mais l'entrée en vigueur est repoussée à la publication des décrets d'application qui sont toujours en attente. Donc ça, on pourrait y revenir plus en détail. Et enfin, comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, bien évidemment, cette loi 46/18 s'inscrit globalement dans le plan de relance post-Covid avec les initiatives royales en la matière. Donc, ensuite, je vous propose de revenir brièvement sur les caractéristiques de cette réforme et en premier lieu sur le champ d'application de la loi PPP. Comme vous le savez, un contrat de PPP a pour objet de confier une mission globale qui porte sur à la fois la conception, le financement, qui peut être total ou partiel, c'est une des caractéristiques de ce contrat de PPP au Maroc, la construction, la réhabilitation, la maintenance et l'exploitation. Et cette mission globale peut porter à la fois sur des ouvrages, des infrastructures, des équipements, des biens matériels, des prestations de services. Donc, tout au long de la présentation, les éléments qui figurent en couche sont les éléments d'apport, les éléments d'évolution par rapport au régime antérieur. Et puis, le dénominateur commun est celui de la nécessité, en fait, que cela contribue à la fourniture d'un service public. Donc là, s'agissant du champ d'application matériel. Alors, la diapositive suivante, après le champ d'application matériel, bien évidemment, c'est qui peut en fait conclure un contrat de PPP, donc le champ d'application organique. Donc, en premier lieu, pas de surprise, pas de modification par rapport au régime antérieur de l'État. Nouveauté, on a parlé collectivités locales, groupements et personnes morales soumises au droit commun des collectivités, les établissements publics
Et les entreprises publiques, avec une précision, nous indiquent dont le capital est détenu majoritairement et directement par l'État, seul ou conjointement avec les établissements publics. Donc là, une précision par une lecture à contrario, une exclusion donc des sociétés d'État, des filiales publiques et des sociétés d'État, filiales publiques, sociétés mixtes. Donc ça, c'est aussi important de bien avoir en tête, voilà, côté partenaire public qui peut conclure un contrat de PPP. Et enfin, s'agissant de la contrepartie privée, donc il est indiqué à l'article 1er de la loi qu'il s'agit des personnes morales de droit privé, y compris celles dont le capital est détenu en totalité ou partiellement par une personne publique, pas spécifiquement de nouveau. Un point suivant, donc, qui est relativement intéressant dans le cadre de la modification du régime PPP qui a été introduit par la loi 46-18, c'est celui du chevauchement en fait, de ce texte avec des réglementations sectorielles, puisque c'était un des sujets dans la loi 86-12, il y avait certains secteurs qui venaient concurrencer en fait, le régime PPP, qui ne favorisaient pas finalement l'émergence de projets en PPP au Maroc, puisqu'il n'y a pas vraiment de clarification sur l'articulation, par exemple, de textes sectoriels dans le domaine de l'énergie, des autoroutes, les réseaux ferroviaires, ports, gestion des déchets, la santé. Donc, on voit des secteurs, des pans entiers de secteurs d'activité économique. Donc, en termes de clarification, ça rendait les choses peut-être moins lisibles. Donc, à travers la réforme et la loi 46-18, donc notamment son article 28.3, il y a une harmonisation du régime PPP et une généralisation des bonnes pratiques à certains secteurs. C'est-à-dire que dès à présent maintenant, notamment sur les procédures de passation, même dans les secteurs qui étaient jusqu'à présent régis par des réglementations sectorielles, si le recours au PPP est autorisé, il y a un tronc commun de dispositions qui s'appliquent. On l'a mentionné brièvement sur cette diapositive. Donc, c'est à la fois l'évaluation préalable, la procédure négociée, la sélection des offres, des clauses et mentions obligatoires. Donc, vraiment, ça permet d'avoir un socle commun sur l'ensemble de ces sujets. Bien évidemment, il y a des souplesses aussi qui sont introduites puisqu'on est indiqué par le législateur qu'il y a des dispenses qui peuvent être motivées, si elles sont motivées, qui peuvent être accordées par la Commission nationale des PPP. Donc voilà, ça c'est un des apports aussi importants. Alors, point aussi qui nécessite une clarification compte tenu des apports de nouveau régime, c'est celui du cadre institutionnel des PPP, où on retrouve alors les deux articulations à travers cette modification. On a maintenant un cadre institutionnel distinct, c'est logique pour l'État, d'une part, donc au niveau national, on va dire, pour les projets au niveau national, et puis un autre cadre juridique, institutionnel pour le niveau local. Donc au niveau national, tout d'abord, on retrouve une commission nationale des PPP qui, elle, a pour objectif et mission d'arrêter des orientations générales et stratégies nationales en matière de PPP, qui vont être ensuite mises en œuvre dans le cadre d'un programme national annuel. Le sujet des États, c'est toujours celui de la priorisation des projets. Sur les modalités de fonctionnement, il est renvoyé la publication des décrets d'application. La présidence de cette commission est assurée par le chef de gouvernement. Donc ça, c'est pour le volet national. Au niveau local, on parle du comité permanent des PPP, qui, un peu en miroir, lui, va arrêter les programmes annuels ou pluriannuels locaux, bien évidemment dans le respect des orientations générales de la stratégie nationale arrêtée par la Commission nationale. Composition de ce comité, c'est des représentants de l'administration qui seront nommés par voie réglementaire et des représentants des collectivités territoriales. Là aussi, sur les modalités de fonctionnement, on est suspendu au décret d'application et la présidence sera assurée par le ministre de l'Intérieur. Point suivant, c'est celui de l'évaluation des projets. Effectivement, dans un cycle de vie projet PPP, la phase d'évaluation préalable est primordiale. Effectivement, un facteur d'échec peut être l'absence d'évaluation préalable du besoin en amont par la personne publique qui est à l'origine du projet. Et donc, il est
primordial que cette évaluation préalable soit réalisée avec, en tout cas au plan juridique, notamment une analyse comparative des autres formes de réalisation possible du projet, et la raison pour laquelle on considère que finalement le PPP est la meilleure des solutions. Cette évaluation préalable doit bien évidemment tenir compte de la complexité du projet, du coût global, du partage des risques, du niveau de performance. Au niveau réglementaire, il est d'ores et déjà anticipé qu'en fait, il y aura un caractère facultatif de cette évaluation préalable pour les projets inférieurs à un certain seuil d'investissement. Et pour chaque projet, le seuil sera apprécié par la Commission nationale au niveau national et par le comité permanent au niveau local. Donc effectivement, on attend quand même quelques précisions, quelques clarifications sur la question de l'évaluation préalable. Sujet aussi, bien évidemment, développé dans le cadre de la réforme, c'est celui de la passation des contrats de partenariat public-privé. Il n'y a pas de, en tout cas, sur les principes applicables de la passation des contrats, et nous comprenons très aisément, il n'y a pas de révolution majeure dans la mesure où, bien évidemment, l'ensemble des principes qui gouvernent, entre guillemets, la commande publique sont maintenus. Donc, on parle de concurrence, de liberté d'accès, d'égalité de traitement. Et donc, les procédures prévues garantissent, en fait, bien évidemment, le respect de ces grands principes. Il n'y a pas de surprise particulière ni de modification particulière par rapport à cela. Les principes suivants, donc dans la diapositive suivante, s'il vous plaît, c'est ceux de transparence, d'objectivité et de bonne gouvernance, avec notamment des indications sur la sélection de l'offre avantageuse économiquement. Au niveau des modes de passation, pas de modification particulière, puisqu'on retrouve des choses déjà bien connues, avec l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres ouvert avec, l'appel d'offres avec présélection, et enfin le dialogue compétitif, ou réservé des projets peut-être d'une complexité plus importante, notamment dans l'hypothèse où la personne publique n'est pas en capacité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pour répondre à ces besoins. Et alors, point peut-être plus intéressant en termes de perspective sur cette réforme concerne, s'agissant des procédures de passation, la procédure négociée. La passation donc, de gré à gré ou négociation directe, c'est donc clairement une dérogation à l'obligation de principe qui est celle de mise en concurrence. Les conditions d'accès sont strictes et on voit qu'il y a un cas d'ouverture supplémentaire qui a été ajouté par la réforme, au-delà de ceux qu'on connaissait de façon traditionnelle et classique, celui relatif à l'offre spontanée compétitive sur le plan technique, économique et financier, et puis aussi un cas d'ouverture sur autorisation spéciale de la Commission nationale du comité permanent pour des projets qui présentent un caractère économique, social ou environnemental stratégique. On nous indique là, à cet égard, que les critères d'appréciation du caractère stratégique seront fixés dans les décrets d'application. Et bien évidemment, ce n'est pas un accord de principe, il faudra qu'il y ait un dossier concret, documenté et argumenté. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la présentation d'un rapport. Alors, après la procédure négociée et sans transition, je pense qu'il est aussi important de revenir sur les évolutions relatives à l'offre spontanée qui peuvent intéresser aussi les opérateurs privés sur la capacité ou pas à présenter des offres spontanées dans le domaine du PPP. Donc, la définition n'a pas varié puisque l'offre spontanée est une offre qui est non sollicitée par principe par la personne publique et qui propose un projet innovant sur le plan technique, économique ou financier. S'agissant en fait des nouveautés, elles reposent principalement sur les suites qui peuvent être données à l'offre spontanée. On doit distinguer deux hypothèses. En premier lieu, l'hypothèse dans laquelle la personne publique rejetterait en fait cette offre spontanée. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de responsabilité particulière pour la personne publique. Elle peut tout à fait, donc on comprend fort aisément, rejeter une offre spontanée ou y donner suite. Et alors, avec la possibilité soit de s'engager dans l'évaluation préalable et la procédure de prestation, qui sera soit celle du dialogue compétitif, soit celle de la procédure négociée.
Donc le dialogue compétitif, bien évidemment, finalement, le porteur d'idées se retrouve remis sur la ligne de départ avec les autres candidats, puisqu'il ne pourra être admis à participer au dialogue que s'il a bien les compétences nécessaires, les capacités techniques, économiques, financières. Et on prévoit aussi l'attribution d'une prime forfaitaire à l'issue du dialogue s'il n'était pas retenu. Et alors, par contre, si le choix se porte vers la procédure négociée, comme on l'a vu, là, la condition, bien évidemment, c'est que l'offre présente un caractère compétitif, sur le plan technique, économique et financier. Bien évidemment, quand on part sur la procédure négociée, en tout cas, ce qui a été retenu, c'est que s'il y avait un échec des négociations, il n'y avait pas de possibilité d'attribuer en fait une prime au porteur d'idées. Donc ça, ce sont les apports de la modification introduite. Sur l'approbation du contrat et la communication, il n'y a pas de point majeur à relever, sauf bien évidemment, puisque dans le régime antérieur, il y avait déjà un régime prévu pour la publicité à réaliser de l'attribution de ces contrats de PPP. Donc, par exemple, au niveau des contrats de l'État, de façon classique, on trouvait une approbation par décret et compte tenu de la possibilité maintenant pour les collectivités de recourir à l'outil PPP, maintenant, bien évidemment, on voit qu'il y a un visa du ministère de la... Voilà. Les obligations de communication sur le contrat sont relativement standards, puisqu'on retrouve à l'article 11 l'obligation de publier un extrait du contrat, voilà, selon un modèle qui sera fixé par voie réglementaire. Voilà ce qu'on peut dire sur la question de l'approbation. Sur le dispositif contractuel, il n'y a pas d'apport majeur sur la réforme. On peut y revenir, bien évidemment. Donc, en premier lieu, la durée du contrat. Donc, un contrat de PPP a une durée minimum de 5 ans, une fourchette haute maximum 30, et avec des exceptions possibles pour certains projets dont la complexité ou les caractéristiques techniques, économiques, financières le justifieraient, qui pourraient porter la durée à 50 ans. De façon classique, en fait, le curseur qui permettra de déterminer cette durée, c'est les amortissements, l'amortissement des investissements réalisés, les modalités de financement et la nature des prestations. S'agissant ensuite de la rémunération, comme on l'a dit en introduction, le principe, c'est qu'au moins une partie de la rémunération soit assurée par la personne publique. Il n'y a pas de distinction, en fait, la rémunération sur les usagers est évidemment possible, de telle sorte que dans le contrat de PPP, on puisse englober à la fois les modèles de PPP à paiement public et les modèles de PPP concessifs. Et enfin, il faudra s'attacher à ce que les conditions de rémunération garantissent en fait la disponibilité du service et le respect des objectifs de performance assignés dans le cadre du contrat. S'agissant du partage des risques, bien évidemment de façon classique, il faut que le partage des risques en fait permette une allocation d'un risque qui soit la partie la plus à même de supporter. Tous les risques, bien évidemment, y compris ceux tenant à l'improvision d'un force majeure, doivent être envisagés. Et puis, bien évidemment, il est plus souvent travaillé sur la répartition des risques dans une approche un peu chronologique en fonction des différentes phases d'un projet. Le régime des biens, on retrouve des choses assez classiques, des contrats administratifs avec le régime des biens de retour et des biens propres. Sur les régimes des sûretés, les biens propres peuvent faire l'objet de sûreté. Sur les biens de retour, partenaire privé dispose de droits réels limités et peut consentir des sûretés. Donc voilà, c'est des choses relatives. Il n'y a pas d'innovation particulière sur le sujet. Enfin, point toujours intéressant dans le dispositif contractuel, celui de la sous-traitance. Pas de sous-traitance totale autorisée, là aussi, sous-traitance ne peut porter que sur une partie des missions du partenaire privé. Et il faut que ça soit bien évidemment dans le respect de l'information de la personne publique et le respect des conditions prévues au contrat.
état de cause, le titulaire du contrat de PPP reste le seul responsable de l'exécution des missions confiées dans le cadre du PPP. La cession du contrat, on parle de cession partielle ou totale, on retrouve des règles relativement classiques, avec l'accord écrit de la personne publique. Et puis, le respect, souvent, c'est des clauses qui sont très encadrées et rédigées de façon très précise dans les contrats de PPP. Règlement des litiges, donc prévu au contrat. Donc on retrouve en fait des dispositions relativement intéressantes. Tout d'abord avec des tentatives de règlement amiable, donc l'état de conciliation, la médiation conventionnelle, l'arbitrage et enfin donc voilà, toute la palette est largement envisageable s'agissant du règlement des litiges. Point qui est aussi une garantie en fait d'efficacité s'agissant du succès de ces contrats de PPP, c'est celui du contrôle de l'exécution des contrats, puisque dans le respect des objectifs fixés par la loi, notamment celui de l'égalité des usagers et de la continuité du service public, il y a des objectifs qualitatifs qui sont fixés dans ces contrats de PPP. Donc souvent dans des dispositifs relativement sophistiqués qui permettent à la fois de préserver la qualité de service, la qualité des ouvrages. Il peut y avoir, si on est dans un PPP, de type concessif aussi, des objectifs de performance fixés sur le niveau de fréquentation. Et donc, tous ces dispositifs doivent bien évidemment, au-delà des clauses contractuelles, pouvoir être contrôlés pour assurer l'efficience en fait, de PPP et que les objectifs initiaux ne soient pas perdus en cours d'exécution. Et donc ce contrôle, en tout cas au niveau de la personne publique, il est prévu du point de vue contractuel avec des modalités de contrôle qui doivent être détaillées et puis aussi des critères assez objectifs, en tout cas qui peuvent matériellement être contrôlés. L'objectif, c'est l'objet de ce contrôle, c'est de s'assurer de la bonne exécution du contrat et du respect des objectifs de performance, puisqu'on est vraiment dans un contrat global où on change un peu de paradigme sur les résultats. Et pour permettre en fait un contrôle efficient, bien évidemment, le titulaire du PPP a l'obligation de mettre à la disposition de la partie publique un certain nombre d'informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Donc, ça peut être des rapports sur une périodicité à définir et bien évidemment, ça peut se doubler de process d'audit. Donc, le contrôle, lorsque le co-contractant est défaillant, peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de pénalités. Donc, ces pénalités viennent souvent sanctionner, bien évidemment, des manquements aux obligations contractuelles, notamment en matière d'objectifs de performance. Et le contrat précise de façon détaillée les modalités de calcul et les conditions de paiement de ces pénalités, avec notamment la possibilité de non compenser les pénalités par rapport à la rémunération qui serait avertie par la personne publique à son partenaire privé. Bien évidemment, on retrouve des règles classiques relatives aux contrats administratifs avec l'obligation de mettre en demeure préalablement l'application de pénalités. S'agissant, entre guillemets, de ce dispositif de sanction, il peut y avoir aussi, en cas de retard, un paiement des sommes dues par la personne publique au partenaire privé, des intérêts moratoires sont prévus. Et puis, si on imagine en fait les hypothèses les plus défavorables, notamment une défaillance totale du partenaire privé, il y a des clauses de step-in, donc de substitution, qui permettent en fait de substituer un partenaire défaillant par un autre pour permettre la survie et la continuation du contrat privé. Et enfin, la sanction ultime, en tout cas dans le cas d'une exécution fautive et la résiliation fautive ou la déchéance. Sur les cas de résiliation et de modification du contrat, en tout cas
la résiliation, on retrouve des principes classiques, hein, vous verrez dans le cadre de l'article 26 et dans le cadre de l'article 23 de ce texte, tant sur la résiliation que sur la modification. Donc, il n'y a pas de surprise particulière par rapport à ces éléments. Donc, voilà ce que je tenais à dire de cette réforme du régime cadre juridique PPP. Je pense que mes propos ne seraient pas complets si je n'évoquais pas la question des décrets d'application, puisqu'effectivement, comme vous l'avez vu tout au long de la présentation, il y a un certain nombre de points, d'abord l'entrée en vigueur qui est repoussé à cette question de la publication des décrets d'application. Et donc, il ressort des dernières informations qui nous ont été communiquées que ces textes sont revus au niveau du SGG et qu'ils devraient incessamment, sous peu, être disponibles pour permettre en fait, à l'édifice modifié de cette réforme d'entrer en vigueur, peut-être en 2021 d'avoir un démarrage effectif, la perspective notamment de la mise en œuvre du plan de relance, selon les instructions qui ont été données à travers le notamment. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je reste bien évidemment disponible s'il y avait des... Merci à vous, Julie-Claude. Nous avons une question par rapport au délai des décrets d'application de la loi 46-18. Quand est-ce qu'elles vont entrer en vigueur, ces décrets d'application? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi elle-même, qui a été publiée au JO, à ce stade n'est pas entrée en vigueur, parce que l'entrée en vigueur est prévue à la publication de ces décrets. Et donc, comme je vous l'indiquais, il ressort des dernières informations qu'on a pu avoir, c'est vraiment quelque chose d'imminent. Donc, on parle de la fin d'année 2020, donc il ne reste plus que quelques jours, en tout cas peut-être du tout début de l'année 2021, puisque je crois qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup et des directives assez claires aussi pour un certain nombre de projets dans le cadre du plan de relance de Covid soient réalisés sous forme de PPP. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, deux possibilités sur les décrets en eux-mêmes, soit ils rentreront, on va dire, classiquement à la date de leur publication ou dans une date qu'ils indiqueraient. Voilà. Donc, on pense, en tout cas, des dernières précisions qu'on a pu obtenir, notamment c'est la DEPP, comme vous savez, qui est en première ligne sur ce sujet, que ça sera ça serait relativement imminent. D'accord. Et par rapport vous avez parlé de la substitution du partenaire privé. De manière générale, quels sont ces manquements graves du partenaire privé qu'on peut rencontrer, par exemple? Alors, je pense que dans ce cadre-là, il faut peut-être aussi... Donc, effectivement, c'est un peu entre guillemets la solution. C'est toujours, c'est vrai que dans la rédaction d'un contrat, on envisage aussi les situations les plus défavorables. Donc là, précisément, on est vraiment dans une hypothèse dans laquelle le partenaire serait complètement défaillant. Donc, à mon sens, d'un point de vue pratico-pratique, il faut peut-être distinguer sur les phases de déroulement chronologique d'un PPP. Donc, souvent, après la signature du contrat, on entre d'abord dans une phase d'étude, de conception, et puis après, on est dans la phase de construction. Donc, on imagine, pour une raison X ou Y, un opérateur qui s'est engagé, par exemple, à réaliser des ouvrages dans un certain délai donné. Par exemple, mettons la construction d'une université sur 24 mois. Et pour des raisons de faute qui lui sont purement imputables, on neutralise tous les cas de force majeure, de fait de prince, de cause exonératoire de responsabilité, on constate qu'il y a un retard très important. Là, par exemple, on peut imaginer que plutôt que de résilier purement et simplement le contrat de PPP, il soit proposé, notamment c'est souvent les banquiers,
financeurs des projets ont souvent la possibilité de proposer à la personne publique un partenaire privé pour se substituer aux partenaires défaillants. Donc ça, c'est un premier exemple en phase de conception-construction. Et puis une fois l'ouvrage ou l'équipement réalisé et qu'on est rentré dans sa phase d'exploitation, on imagine que là, pour le coup, ça sera peut-être plus des problématiques entre guillemets d'exploitation, donc de qualité du service, qui peuvent se traduire par la sous-performance et la non-atteinte de performance de façon récurrente, et qui se caractérise finalement, caractérise un manquement suffisamment grave et répété pour justifier aussi que la personne publique ne puisse pas en fait continuer dans les conditions initialement prévues et qu'il soit activé avant la résiliation, donc c'est la substitution. Donc, ça peut être aussi une autre hypothèse. D'accord. Très bien, merci beaucoup Julie-Claude pour cette présentation très riche. Merci à tous les participants d'avoir participé à cette session de formation. Nous allons clôturer cette session et en vous souhaitant un très bon après-midi. Merci à tous. Au revoir.